Aujourd'hui, une découverte est à l'honneur à Matariya. Il s'agit de la mission archéologique égypto-allemande qui annonce de nouvelles découvertes. Dans la zone archéologique d'Al-Matariya, il s'agit d'un bloc de basalte qui représente des parties des façades ouest et nord du temple du roi Narti-Nébo. Eh bien, pour nous donner plus de précisions concernant cette découverte, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Madame Naguia Fanous, qui est directrice générale du musée des Antiquités à Tahrir. Madame Naguia Fanous, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Madame Naguia Fanous, aujourd'hui, nous célébrons une nouvelle découverte à Matariya, une découverte qui est l'œuvre d'une mission égypto-allemande. Alors, on aimerait en savoir plus sur cette découverte archéologique concernant ces blocs de basalte. Oui, ces fonds sont très importants grâce à l'expédition des Allemands dans la région de Héliopolis. Et moi, je veux dire quelque chose à propos de ce site. C'est un site très important, site archéologique. C'est le centre de culte du soleil et c'est aussi l'élément central de la religion de l'Égypte ancienne. Héliopolis, c'est le centre et le temple, c'est l'endroit où la création du monde fut amorcée. Aussi était le siège tribunal de Dieu et la résidence divine, comme les croyances des anciens égyptiens. C'était aussi une obligation royale de lui octroyer des donations, donner des donations sous la forme de bâtiments et de fondations dans ce site. Le temple était le temple de Ré, c'est le dieu du soleil, comme le culte des anciens égyptiens, et était constitué un modèle pour les autres centres religieux les plus connus d'Égypte. Mais ce modèle se trouve l'expédition allemande a trouvé le façade même de ce temple, car le roi Nectanebo de la 30e dynastie pharaonique. Oui. Madame Naguia Fanous, êtes-vous en ligne? Apparemment, il y a une interruption de l'appel téléphonique. Il faut dire que Narti-Nébo, le roi Narti-Nébo, évidemment, c'est un nom hiéroglyphe, j'espère que je le prononce comme il faut. C'est le roi Narti-Nébo I, qui a gouverné depuis 363 jusqu'à l'année 380 avant Jésus-Christ, évidemment. Et donc, en plus de l'extension du temple sur le côté nord, peut-être pour faire connecter le temple de Narti-Nébo à l'axe visible du musée. Madame Naguia Fanous, êtes-vous en ligne? Oui, les inscriptions qui datent des ans 13 et 14 donnent le temps de règne de Nectanebo. Nectanebo, c'est un grand roi, Nectanebo Ier, c'est un grand roi qui règne dans la 30e dynastie pharaonique, c'est-à-dire 366 jusqu'à 365 avant Jésus-Christ. Dans cette année, le 13e et 14e année de son règne, Nectanebo a fait les constructions dans ce temple. Il y a des dimensions et des matières utilisées trouvées dans cette région, dans ce site. Il y a des blocs aussi incomplètes, ce qui prouve que les travaux de construction
n'est pas complète après la mort de Nectanov Ier, parce que ce roi s'intéresse toujours de faire l'essentiel et des optimistes dans ce site, parce que c'est très important dans la religion, dans les cultes de soleil. Comme vous savez, le culte du soleil, c'est très important dans les croyances des Égypte ancienne. D'après les textes des pyramides, qui sont, par exemple, qui sont écrits sur les murs des pyramides, le dieu créateur émergeait des ténèbres chaotiques du monde sous la forme de l'oiseau mythique Benden. Et ce Benden, c'est le symbole même, le symbole de création, de création du monde, parce que chaque obélisque se termine avec ce triangle, et aussi les pyramides aussi, la même chose. C'est un emblème mythique et en même temps très important dans le culte de création du monde. Et ça a dû dans ce site à Héliopolis. Il y a plusieurs rois à travers l'histoire de l'Égypte qui font des édifices et qui font aussi construire des sanctuaires et aussi des obélisques dans ce site. Comme par exemple toute vos histoires, et avant ça aussi, bien sûr, le roi Djoser, Djoser à la 3e dynastie pharaonique depuis 2700 avant Jésus-Christ, puis à travers toutes les périodes pharaoniques, comme Ramsès II, qui est le fameux pharaon au Nouvel Empire, par exemple, il a fait des obélisques. Et aussi, il prend le titre même qui est le souverain d'Héliopolis, dont le nom même de ce roi, il prend il préfère qu'il prend cet adjectif pour son nom. Qui est le souverain d'Héliopolis, parce que c'était très important. Aussi, cité dans les inscriptions quelques formules dessous sur le sarcophage du Moyen-Égypte aussi, et aussi des autres dieu Beleniade, parce que dans le culte de création du monde, il y a 9 dieux, comme vous savez, et surtout ce sont aussi ceux qui dirigent le culte du soleil même. La 3e ville du pays, après Ouasset et Memphis, était Héliopolis, avec son temple dédié au soleil et ses quartiers pour les prêtres, et aussi il ne reste rien sauf une partie du trousseau de l'ancêtre du principal sanctuaire et un obélisque de Sésostris, Sénéchal Ier, de la 12e dynastie du Moyen Empire, qui est marqué sans doute avec d'autres entrées d'un principaux temples. Il y a aussi des autres objets très importants trouvés dans ces expéditions allemandes, dans ces fouilles, comme par exemple les inscriptions qui montrent les noms de Basse-Égypte. Ce sont des inscriptions très importantes dans l'histoire. Et aussi quelques parties de statues de Ramsès II et
quelques parties de Merem Betah, de statue de Merem Betah, et statue de Séti deuxième, et aussi chapelle de Dieu Chou et la Vierge Tefnout, ce qui prouve le support royal donné au temple solaire et l'investissement pour le Dieu créateur. Madame Naguia Fanous, ce roi Nartenabo, en fait, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie des noms des rois dont on entend parler. Donc, qu'avait-il de particulier? Nous savons qu'il a gouverné entre 363 à 380 avant Jésus-Christ. Il était le premier roi au 30e dynastie pharaonique, c'est-à-dire 360 avant Jésus-Christ, parce qu'il préfère faire des sanctuaires et des donations pour les temples du soleil à Héliopolis. Mais après ce roi, tous les autres successeurs ne font rien dans ce titre. C'est pour cela qu'il est le roi très important dans l'histoire, dans cette partie. Et aussi, il a fait des autres monuments à Karnak, aussi à Luxor. Comme vous savez, l'allée des béliers ou l'allée de Sphinx à Karnak, c'est lui qui a fait une partie, la moitié de cette allée, il a fait aussi. Il a fait plusieurs constructions dans tout l'Égypte, mais il préfère de faire des sanctuaires dans ce site d'Héliopolis. C'est pour cela que ce n'est pas seulement un Nectanèbre, mais avant lui, il y a des autres rois qui préfèrent, depuis l'Antiquité jusqu'à Nectanèbre Ier, il y a plusieurs rois qui font des édifices dans ce temple. Par exemple, Ramsès II, 1213 jusqu'à 1279 avant Jésus-Christ, et aussi son fils, qui s'appelle le roi Merem Betah, et après ça, ce qui montre les activités de Ramessid d'après les objets incrustés trouvés aussi dans les fouilles, comme une partie de visage de pierre de Gasper au début de la 19e dynastie, et partie de statue de Séti deuxième aussi, ce qui prouve les activités du roi à Héliopolis. Et aussi, il y a des études sur l'axe, même l'axe du temple, c'est l'axe qui dirige vers l'ouest. Ce qui prouve que ce sont les constructions de Moyen Empire et jusqu'à la 22e dynastie. Il y a aussi une chapelle de Dieu Fou et la Vierge Fou. Oui, Madame Naguia Fanous, je vous remercie infiniment pour ces précieuses informations. Merci pour votre intervention. Eh bien voilà, aujourd'hui nous avons fait la découverte d'un roi, nous avons connu plus ou moins son histoire, le roi Nartenabo Ier, datant de 363, enfin sa gouvernance jusqu'à 380 avant Jésus-Christ, un roi de la 30e dynastie. Il s'agit de nouvelles découvertes à la région de Matariya. Et aussi, nous savons qu'il y a une exposition importante au pied des pyramides, justement, pour démontrer l'impact de l'art égyptien sur l'art international et l'antiquité égyptienne sur l'art international par la suite. Il est temps de vous remercier pour votre fidélité et de vous souhaiter une excellente fin de journée. Au revoir.